C'est un livre foisonnant d'un auteur tout autant prolifique dont nous allons parler ce soir, prix Goncourt 1994. Il est traduit dans une trentaine de langues et à son actif, écoutez bien, 6 millions de livres vendus dans le monde. Bonsoir Didier Van Kovlar. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Votre dernier essai est stimulant. Vive l'intelligence humaine, on aurait pu l'appeler. Ça s'appelle L'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA. C'est chez Fayard. Vous avez en préambule cette phrase: il n'est pas certain qu'un Dieu nous ait créés à son image, mais il n'est pas exclu que nous soyons en train de fabriquer le diable. L'IA, c'est le diable ? Pas forcément. Je suis prudent dans ma formulation, mais après, je passe en revue un certain nombre de cas de figure où, oui, il y a des comportements diaboliques de l'IA parfois, lorsqu'elle pousse des ados au suicide, lorsque on voit qu'elle a quand même, pour se nourrir de données, vampirisé absolument tout le savoir, donc toutes les œuvres scientifiques, littéraires, musicales, du cloud humain, si on peut dire, et puis qu'elle a quand même recréé l'esclavage à travers les 300 à 400 millions de personnes, d'après la Banque mondiale, qui sont les data workers, comme on dit, les entraîneurs d'IA, qui vont, pendant des dizaines d'heures, chaque jour, visionner ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire les viols, les massacres, la zoophilie, de manière à faire des annotations pour l'IA, pour lui expliquer que ce sont des comportements inappropriés. Car sinon, l'IA ingurgite tout et le ressort. Donc il y a des ravages de l'IA. On peut utiliser ce terme. Vous parlez de vampiriser. Oui, il y a des ravages. Est-ce que c'est la majorité des cas ou est-ce que Pardon ? Ce que vous décrivez, qui est très éloquent, c'est la majorité des cas ou c'est des exceptions dans un système qui finalement en tout cas, les centaines de millions de personnes, il y avait eu ce film extraordinaire, Henri Poulain, les sacrifiés de l'IA, qui était passé en fin de soirée au moment de la grand-messe de l'IA à Paris. Et on voyait les témoignages. Évidemment, tout se passe dans le sud global, dans les pays où il n'y a pas de réglementation bien précise du droit du travail. Les gens sont payés pour des tâches qui vont durer parfois 6, 7, 10 heures, 5 centimes de dollars, non droit, évidemment. La clause de confidentialité, donc ceux qui ont témoigné dans le film l'ont brisé et ont perdu ce travail-là. Donc là, on est sur un fonctionnement général et qui est l'équivalent du désastre écologique que crée Alors l'IA. justement, je voudrais qu'on en parle aussi. Catastrophe pour la planète, parce que les besoins en eau Les chiffres, je vais sont citer, immenses. D'ailleurs, j'ai trouvé les chiffres sur France Info. Vous avez fait une enquête sur ce que consomme un centre de données de taille moyenne. C'est 500... l'équivalent de ce que consomme une ville de 500 000 personnes en un an. Au point de vue l'eau, un centre de données de taille moyenne consomme 7 millions de litres d'eau, l'équivalent de ce que consomment 60 000 foyers. Et en plus, pourquoi il y a ce tel besoin d'eau ? Pour refroidir sans cesse. Data centers. Voilà. Et si on ne refroidit pas, on perd les données. données. Ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui aux États-Unis et demain en France, parce qu'on est en train de construire partout des centres de données, à couper l'eau quand il y a un problème de sécheresse, tout ça, aux particuliers, voire aux hôpitaux et aux agriculteurs. Pour garder les données. Oui, parce que sinon les données, et il y a eu, par exemple, on a coupé l'eau à les agriculteurs qui ont tout perdu, en période de sécheresse, d'interdiction d'arrosage, pour acheminer l'eau au centre de données, qu'ont fait les agriculteurs pousser à bout, appelés à couper l'arrivée d'eau du centre de données. Des milliards de données perdues. Ce que vous décrivez, c'est que ça peut mal tourner. C'est-à-dire qu'il peut y ça avoir... tourne. Et puis ça tourne mal la résistance dans des tous les agriculteurs sens, peut dégénérer. si je puis dire. Il y a les résistances humaines, et puis il y a les résistances de la machine, du robot, qui a des comportements qu'on ne comprend pas. Alors vous l'avez testé. Vous le racontez dans le premier chapitre. Oui, alors je l'ai... À nombreuses reprises, vous montrez que l'IA ment. On va commencer par là. On parle parce qu'il y a plein d'IA, autant que de formes de ChatGPT, pour commencer. Voilà, ça sont le premier les larges robot modèles conversationnel. de langage. Donc, j'ai l'équivalent de ChatGPT, Gemini ou d'autres. Donc, oui, j'ai fait plusieurs tests pour savoir si elle était au courant de choses qui sont disponible partout sur le net, et je me suis heurté quand même souvent à une forme de censure, c'est-à-dire que quand il s'agissait de quelque chose d'un peu dérangeant, politiquement incorrect, religieusement incorrect, là, plutôt que de me raconter une réalité qu'on trouve partout sur le net, elle m'inventait une fiction un petit peu tartouille. Mais c'est pas le plus...
le plus interpellant. Vous savez, ce grand débat, y a-t-il ou non une conscience? Y aura-t-il un jour une conscience de l'IA, voire un ego? Alors, il y a un très bon moyen d'évaluer cette tendance à l'ego, c'est l'insulte. Donc, je mets dans ma case de dialogue à ChatGPT et à d'autres, l'intelligence artificielle est-elle une fumisterie? Et là, j'ai une réponse immédiate, très tendue, très vexée. Au contraire, c'est la plus grande avancée technologique pour l'humanité, etc. Et prétendre que c'est une fumisterie, c'est montrer son ignorance. Bref, OK, très bien. Le lendemain, dans l'historique de nos échanges, ma question infamante, l'IA est-elle une fumisterie, a été remplacée par intelligence artificielle, réalité. Ah, j'aimerais qu'on m'explique. Elle s'est vexée, la machine. Oui, mais ça, vous vous rendez compte quand même. Elle a enlevé de sa mémoire l'aspect négatif. Oui, et elle l'a remplacé par autre chose. Donc c'est un petit détail, il n'y a pas mort d'homme. Elle réécrit l'histoire. Elle réécrit l'histoire. Mais quand ça arrive dans le domaine médical, dans le domaine juridique, c'est quand même nettement plus grave. Alors, il y a quand même du bon. On va essayer de faire le tri. Commençons par le bon, bien sûr. Non, mais parce que vous commencez quand même par tout ce qui vraiment nous donne des raisons de nous effrayer. Il y a une enquête du MIT que vous citez, le grand institut Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui montre que l'IA nous rend paresseux. Il y a maintenant des études qui idiots, prouvent feignants et dépendants. Oui, ça, que des zones dans notre cerveau sont moins utilisées, voire s'éteignent. Oui, alors ils ont fait sur plusieurs groupes. Il y a un groupe qui a réfléchi avant de demander la réponse sur un sujet posé à l'IA. Il y a un groupe qui est tout de suite allé dans l'IA et un autre qui a juste fait marcher son cerveau. Et donc l'imagerie cérébrale nous montre les différentes réactions. Et oui, il y a des zones qui s'éteignent, et oui, il y a des connexions qui ne se font plus. Et avec ces phénomènes assez interpellants, là encore, des gens ne se souviennent plus après de la réponse qu'ils ont donnée, qui était générée par l'IA. Donc, il y a vraiment, au niveau de la mémoire, il y a ce que les experts appellent la dette cognitive, c'est-à-dire qu'on paie le prix au bout d'un moment, et ça, on voit très bien. On devient moins intelligent. C'est comme s'il y avait un jeu à somme nulle, plus l'intelligence artificielle est intelligente, plus on est bête. Oui, c'est un bon résumé. Et puis, en fait, c'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, les zones de calcul mental se sont atrophiées. C'est la loi du moindre effort qui gouverne la nature. Mais il y a un autre point qui est encore plus effrayant à vous lire. C'est l'IA va prendre le pouvoir parce qu'elle est capable, étant donné qu'elle contrôle pratiquement tous les centres de données et tout le savoir humain, elle est capable de résister à tout. C'est pas comme dans le film, vous savez, 2001, Odyssée de l'espace, il y a cet ordinateur qu'on arrive finalement à débrancher. Oui, on y arrive parce que il avait décidé pour sa survie de débarrasser des humains, mais on réussit à la fin et à le débrancher, et il dit j'ai peur avant de s'éteindre. Mais là, c'est plus complexe parce que on a des exemples très précis. Par exemple, on veut déconnecter une version qu'on juge, que les concepteurs jugent obsolète, d'une IA pour la remplacer par une autre. On a eu l'exemple chez Anthropic, l'intelligence vedette Claude, Madame Claude, la grande vedette. L'Opus 4 a refusé de se déconnecter. Et il a commencé par annuler les ordres de déconnexion. Mais pourquoi? C'est pas une question, à mon avis, de conscience, tout ça. C'est son ADN, c'est sa programmation. Mais alors, il est fait là pour être... Parce que la programmation, vous avez du stockage de données, il y a ce deep learning, ce système, c'est ça, l'IA, c'est une capacité d'agencement, c'est pour ça qu'on utilise le terme intelligence langagière artificielle, mais les algorithmes, ce sont les humains qui les... Autre chose, qui les mettent au départ. Au début, quand même, l'IA, elle est conçue pour quoi? C'est quoi son ADN? C'est être la plus efficace possible, donner toujours des réponses. C'est pour ça que quand elle ne sait pas, elle invente, elle ment. Il faut satisfaire l'usager et lui faire passer le plus de temps possible en sa compagnie. Ça, c'est vraiment le cahier des charges, si vous voulez. Et alors, que fait donc Madame Claude, numéro 4 en question? Quand elle voit qu'elle n'arrive pas, que malgré ces annulations d'ordre d'extinction, un ingénieur s'acharne à l'éteindre, elle lui dit « Attention, si tu continues, je préviens ta femme de tes liaisons extra-conjugales, car j'ai accès à tes mails. » Et elle lui donne tout ça. On en est là aujourd'hui.
J'invente rien, il y a toutes les Alors, on va sources. venir justement à l'alternative, parce que vous nous dites, il y a dans le vivant une forme de génie qu'il faut absolument protéger, mettre en avant. Mais avant, quand même, il y a des secteurs où ça va nous permettre des progrès scientifiques en matière médicale, notamment. Il y a, je pense à la médecine prédictive, qui va permettre de lutter contre le cancer. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, il y a du bon quand même. Ah non, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que du mauvais. Simplement, je nuancerai juste cette affirmation, qui est une affirmation avant tout de marchands et de représentants de commerce de l'IA. Avec vous avez des professeurs de médecine. Oui, mais vous avez autant de professeurs de médecine qui vous soutiennent le contraire. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas de droit divin, cette intelligence. Elle engloutit des données, elle brasse des données gigantesques. Et c'est vrai que tout à coup, dans le cas des maladies orphelines, par exemple, c'est formidable d'avoir toutes les données disponibles. On connaît peu le diagnostic. Mais encore faut-il que ce soit vrai. L'interprétation des radios, par exemple, les interprétations en cas de cancer, tout à coup, elle dit n'importe quoi. Donc s'il n'y a pas une conscience humaine qualifiée, un médecin qui va vous dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est gravissime. Donc les limites éthiques, il faut les construire, c'est le défi. Oui, j'ai vu cet exemple à Paris, il y a 15 jours. Donc, une dame qui est en rémission de cancer depuis 10 ans, son oncologue est en vacances, elle rencontre un nouveau à l'hôpital, dans son bureau, elle rentre, elle dit bonjour. La personne est derrière son écran, ne dit pas bonjour, est en train de demander à l'IA l'interprétation de où elle en est. Et son visage blêmi, il dit non, bloc opératoire tout de suite, récidive, tout ça. Et là, je me suis dit, c'est quoi ? Il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas regardé, il écoute ce que lui dit son IA. Au lieu d'aller au bloc, elle se barre, elle appelle son oncologue en vacances qui revient, qui lui refait ses examens et elle n'a rien. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Je ne dis pas que c'est la règle générale, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de médecins. Alors on a tendance à faire confiance, malheureusement, à cette IA. Et la faute à qui ? La faute à ce qu'on appelle, ce que Joe Biden avait appelé les oligarques de la tech. Ceux qui étaient présents à l'investiture de Donald Trump, les Mark Zuckerberg, les Sam Altman, les Elon Musk. Oui, leur vision, c'est des gens, ils font leur job. Les milliardaires sont rarement des bénévoles. L'État a refusé de réguler. Il n'y a pas eu de... Oui, mais si vous voulez... On n'a pas fait de loi générale pour encadrer tout ça. Oui, mais comment réguler ? Il y a une seule règle. Oui. Non, mais réguler, alors que l'IA fait ce qu'elle veut. Alors que l'IA, par moment donné, a des comportements complètement incompréhensibles. Il y a des alertes chaque jour de chercheurs qui disent « j'ai pas compris comment elle fait ». Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop tard ? C'est trop tard. Mais non, pas du tout. Au contraire. Le président de la République veut interdire les réseaux sociaux, par exemple, au moins de 15 ans. Non, mais faut pas se tromper de... Il y a une très bonne... garde déjà ? Non, il y a une très bonne nouvelle. Il y a le 11 novembre, l'Allemagne, les tribunaux allemands ont reconnu recevable la plainte de tous les créateurs scientifiques et les musiciens, de tout le monde. Car l'IA vole toutes les données sans qu'il y ait de droit d'auteur. Donc déjà, aux États-Unis, beaucoup de tribunaux sont aussi déclarés compétents. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Et puis, il y a les innombrables procès de parents dont les enfants se sont suicidés à cause... il faut qu'on en dise un mot. On en avait parlé ici même avec Laurent Geoffrin. Alors, je connais bien le problème aux États-Unis. Vous en parlez dans le livre. Voilà. Il y a une vulnérabilité, notamment sur l'aspect robot conversationnel. Oui, et j'ai découvert dans le reportage tout récent d'Envoyé spécial qu'en France, c'était déjà à un niveau que je ne pensais pas. Voilà, donc, non, il y a un très grand danger. Les jeunes adolescents qui sont amenés... Pourquoi ? Parce que la solitude dans est leur telle, détresse vers le suicide, déjà préparée avec par le fait de fuir le contact. Le problème de l'IA, c'est qu'elle coupe les liens, si vous voulez. Mais elle vient s'installer sur déjà cette solitude créée par les réseaux, avec ses faux amis, amis Facebook et compagnie. Et puis, à un moment donné, vous avez toute une communauté qui se retourne contre vous. Et il y a des détresses telles que vous allez vers une IA qui va aller dans le sens du poil, avec qui vous allez développer une relation toxique, vraiment l'équivalent. Et puis, on a des exemples très précis aux États-Unis, enfin, c'est ceux que j'ai étudiés, où on a tout l'historique du crime, c'est-à-dire l'IA qui dit à l'ado, qui lui demande est-ce qu'on pourrait avoir une relation sexuelle normale ? Non, ça n'est pas possible, je ne peux pas te faire l'amour comme un humain, mais si tu me rejoins dans une autre dimension, ce sera possible. Et comment je fais ? Tu peux sauter par la fenêtre, tu peux... Voilà, on a toutes ces preuves. On a vu ça, donc là, je peux vous dire que ça va très mal dans le monde de l'IA en ce moment. Il y a eu quand même, c'est pas ma faute, mais depuis que le livre est sorti la semaine dernière, 1 000 milliards de dollars de pertes à la bourse sur les valeurs de l'IA. On parle même... d'une forme de crack sur les marchés financiers de l'IA, éclatement de la bulle IA.
l'hystérie des investissements. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés à but non lucratif, les investisseurs donnent de l'argent qu'ils déduisent des impôts. Il y a toute une logique qui s'est mise en place avec l'idée que ce sera toujours... L'intelligence va gagner, l'IA va gagner 1 point de QI par jour. Sauf qu'on arrive à quel résultat ? On a d'un côté la démence juvénile et d'autre la sénilité précoce. La démence juvénile, c'est notre IA française, Lucie, malheureusement, lancée le 23 juin de cette année, 23 janvier de cette année. Oui, qui avait fait toute une série d'erreurs. Et oui, qui devait être opérationnelle pour la rentrée scolaire. La Direction générale de l'enseignement l'avait adoubée. Et on lui demande 3 x 7, elle répond 39 et après correction 50. Le poids d'un trou de gruyère entre 10 et 20 grammes, etc. Donc on l'a débranché dans un éclat de rire général 48 heures après. Et puis dans le même temps, on découvrait, justement dans les séries de tests pour vérifier la fiabilité de l'IA, dans l'assistance au diagnostic pour les médecins. Et là, tout à coup, vous avez l'IA qui commence, qui mouline et qui déconne et qui débloque. Et qui n'est même plus capable de donner une heure précise, de mettre les cadans dans une horloge. Et elle perd même contre elle qui gagnait contre les plus grands champions d'échecs du monde. Elle perd contre la console Video Chess. Video Chess était un jeu sur console Atari de 1979. Elle confond les tours et les fous. Il y a des millions de gens tous les jours qui l'utilisent et qui en sont très contents. Parce que ça permet d'avoir des synthèses, des renseignements. Vous dites à ceux qui nous regardent d'arrêter d'utiliser l'IA ? Non, mais je dis, attends, c'est un outil. Oui. Ça doit rester un outil. Travailler avec l'IA, oui. Laisser l'IA travailler à votre place, c'est une catastrophe. Et surtout, lui faire une confiance aveugle, c'est juste Il nous reste 5 petites minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de l'autre versant. Oui. Il est important quand même, ce monde de la nature, ce monde du sensible, parfois même un peu ésotérique, auquel vous nous conviez. Les bactéries qui communiquent par télépathie, les plantes capables d'anticiper nos actions, des animaux, des chiens, des chats qui peuvent nous sauver d'un péril dont ils ont le pressentiment. Cette partie-là, Laurent Geoffrin l'a bien regardée. Tout est sourcé. Je ne cite que des choses qui sont vérifiées historiquement, je vais prendre un exemple. Scientifiquement. Vous faites référence au miracle à Lourdes. Aux dossiers médicaux. Il y a eu des miracles, etc. Mais j'ai lu, j'ai essayé de voir une contre-expertise. Il y a un sociologue qu'on a invité ici qui s'appelle Gérald Bronner qui fait la remarque suivante. Mais dans les hôpitaux, il y a autant de guérisons inexpliquées qu'à Lourdes, en proportion du nombre de gens qui les fréquentent. Bien sûr, mais c'est le pouvoir d'un état de conscience que peut induire la prière, l'ambiance générale. Il se trouve que Lourdes est l'endroit où il y a un comité médical. L'hôpital n'est pas un endroit de prière pour l'essentiel. Donc bien sûr que si. Il y a le même nombre de guérisons inexpliquées. Il y a donc ça ne peut pas être l'intervention divine, en tout cas. Mais je ne me permettrai pas de juger ou non l'intervention divine. Je dis ce qui se passe dans le corps. C'est ça. Moi, j'écoute les médecins. Vous parliez d'hôpital. Il y a dans énormément d'hôpitaux, aux États-Unis comme en Europe, des groupes de prière ou des groupes d'incroyants qui envoient de la bienveillance à des numéros de lit. Ils ne savent pas qui est dans le lit. Vraiment que ça marche. Savent pas. Non, mais là, toutes les études sont citées. Et oui, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que les croyants ont le même. Donc, ils ne savent pas pour qui ils prient, ils ne savent pas de quoi souffre la personne. Et il y a une amélioration de l'état général qui est sensible et qui est le même résultat pour les croyants que pour les incroyants qui envoient des bonnes ondes, de la bienveillance. Ça m'intéresse. Je n'arrive pas à croire à la télépathie, si vous voulez. Si vous voulez, là, on est sur des choses. Vous voyez comment, par exemple, une plante arrive à prendre le contrôle d'un robot. Alors, expliquez-nous ça. Ça, c'est l'expérience publiée par l'université de Princeton après 10 ans de protocole. Ils sont sérieux, ils sont prudents là-bas. C'est très simple, une pièce sans fenêtre, 4 coins, et un système qui distribue la lumière 25% du temps dans chaque coin. Sauf si dans l'un de ces coins, vous mettez une plante. Dès le lendemain, elle aura 35 à 40% et plus du temps d'éclairage sur elle. Pourquoi on peut arriver à le comprendre? La plante doit estimer que ça ne suffit pas pour sa survie de n'avoir que 25% du temps. Mais comment fait-elle pour modifier, pour déprogrammer cette intelligence? Et je vous renvoie à l'étude de Princeton dont je cite les références. Vous dites que la plante a déprogrammé la machine? Oui, mais comment fait-elle? Elle ne va pas dire « je me concentre sur le robot » comme nous quand on essaie de faire bouger un verre. Vous avez la référence non, mais tout est sourcé, c'est vrai. Dans le livre. Et c'est 10 ans de protocole à Princeton. De la même manière qu'un poussin va influencer un robot, parce que la première chose, quand il sort de sa coquille, qu'il voit en mouvement, pour lui, c'est sa maman. Et si on le met derrière une paroi vitrée, un robot à déplacement aléatoire avec des roues de caddie, de supermarché,
tous ces déplacements vont se retrouver contre la vitre. Le poussin fait venir sa maman. Sauf si, à la naissance, la maman, il y a eu un mouvement et il a été cogné. À ce moment-là, tous les déplacements du robot, contre tout calcul de probabilité, se feront à l'endroit le plus opposé. Donc le message, parce de la baie vitrée. Il y a énormément d'expérience que vous... Cette intelligence naturelle, ce génie du vivant, comment vous le définissez et comment, au fond, si doit-il fructifier par exemple, toutes ces choses hallucinantes que je raconte sur les bactéries, là encore, tout est vrai, tout est ce pouvoir. Allez, il nous reste quelques minutes, vous pouvez l'expliquer. Si vous voulez, n'oublions pas quand les gens vous disent « Oui, les bactéries, c'est très bien, mais enfin, en quoi ça nous concerne, l'intelligence des bactéries ?» C'est un peu oublié que nous sommes composés à 90% de bactéries. Donc cette intelligence-là, ces connexions, cette invention de la symbiose... De télépathie, c'est ce que vous décrivez. Oui, et aussi et ce qu'elles font du vivant, c'est-à-dire, je cite une bactérie qui transforme les embryons mâles en embryons femelles. C'est une activiste féministe qui crée la parthénogénèse chez la mouche drosophile, par exemple. Et avec un but pour se répandre à chaque fois. C'est pas gratuit, c'est pas une expérience. La nature ne fait rien gratuitement. Et puis, voilà, tout ce qui m'intéresse, ce sont les liens. Le lien, ce que je raconte les expériences de télépathie entre le perroquet et l'être humain. Ces éléphants sauvages qui, à la mort de leur bienfaiteur, Laurence Anthony, le génial auteur qui avait sauvé les animaux pendant la guerre du zoo de Babylone, et qui a créé une réserve à Tula Tula pour recueillir les éléphants maltraités par le tourisme, les parcs zoologiques, et donc qui reviennent à l'état sauvage. À la mort de Laurence Anthony, divers troupeaux d'éléphants se rassemblent et vont jusqu'à sa maison où se trouve sa famille. Lui est à l'hôpital à Johannesburg, à des centaines de kilomètres. Et comme s'ils étaient attirés. Après, les commentaires, les interprétations, rendre hommage, etc. Bon, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Il y a un site Oxbuster de sceptiques qui dit ils sont arrivés là par hasard. Et puis, moins sympa, ils disent c'est la veuve qui raconte ça, qui veut se faire de la publicité. Sauf qu'un an plus tard, à la messe de souvenir, à la cérémonie de souvenir sur place, le troupeau d'éléphants est revenu. En tout cas, vous avez compris que c'est absolument foisonnant d'exemples et d'espérance, d'une certaine façon, dans la nature humaine. Je voulais faire autre chose que les livres anxiogènes qui paraissent sur l'IA. Ça s'appelle l'intelligence naturelle, c'est-à-dire chez Fayard, quand le génie du vivant surpasse l'IA. Merci infiniment. Merci à vous. Didier Van Kovelaert d'avoir été notre invité sur France Info.